L'orateur peut rester debout. Merci. Alors, honorable présidente, honorable juge, permettez-moi d'annoncer la couleur ab initio. On est bien devant une entente ou une association de violeurs de droits humains, pour ne pas parler de terrorisme d'État. Une association qui a toute une stratégie planifiée, organisée, préméditée, une stratégie à travers laquelle la migration n'est plus un phénomène historiquement humain ou un instinct de survie ou un facteur civilisationnel de développement social et économique. Cette stratégie s'applique sur plusieurs plans et nous nous intéressons pour cette démonstration à ce qu'elle crée et rôde toute une stratégie pour violer les droits humains sur le plan de la communication et le plan juridique dont il est question dans cette plaidoirie. Pour ce qui est du narratif, cette entente criminelle, on peut la résumer dans un slogan : migrer tue. Dans le nord de la Méditerranée, les récits des autorités et des entités est métaphorique, parlant de la mort. On cherche à attiser la xénophobie, la haine de l'autre pour ses fins idéologiques, parce qu'on n'a pas de réponse aux nécessités des citoyens. Alors on crée en exaltant les sentiments et les phobies de ces hordes sauvages et incivilisées qui viennent en envahisseurs. C'est la théorie du grand remplacement qui ne dit pas son nom. Ce qui est extraordinaire est qu'un président du Sud de la Méditerranée fait écho à cette théorie raciste. En février 2023, le président tunisien Kais Saied adopte trivialement cette odieuse théorie. En fait, cette haine et cette phobie de l'autre sert non pas seulement à marquer des points dans des politiques court-termistes internes, mais sert surtout à déshumaniser pour que l'opinion publique du Nord comme au Sud accepte, adhère, normalise avec les atrocités subies par ces migrants qui fuient la guerre, la sécheresse, la désertification, la pollution, le sous-développement que ces pays du Nord sont en une conséquente partie responsable. Ce ne sont plus des enfants, des femmes, des groupes vulnérables, ils sont des envahisseurs. On est allé même jusqu'à expliquer que les terroristes et les Russes instrumentalisent la migration pour déstabiliser l'Europe dans le cadre d'une nouvelle guerre froide. Donc la migration tue. Au sud de la Méditerranée, le slogan n'a rien d'allégorique ou métaphorique. Là, on tue. Il s'agit bien de crimes d'homicide. Tuer, persécuter, torturer, délaisser dans le désert devient un acte patriotique. La solidarité avec ces humains déshumanisés est une trahison avant qu'elle ne soit une infraction pénalement et lourdement réprimée. Pour ce qui est juridique, nos experts ont bien expliqué les violations aux constitutions, conventions internationales et lois des différents pays défendeurs. Les textes de loi peuvent en elles-mêmes être des violations aux droits de l'homme. Sinon, c'est la négation du droit à l'accès à la justice, des droits au procès équitable et qui sont, par leurs ampleurs, récurrence, attestent et caractérisent cet élément moral. Présidente et honorable juge, permettez-moi de prendre comme exemple le mémorandum signé entre l'Union européenne, l'Italie et la Tunisie, comme exemple, d'ailleurs il est présenté comme un modèle, qui illustre bien la perversion du droit dans cette stratégie. Alors, cette stratégie, il en est question
Tout d'abord, on parle de partenariat stratégique et global dans l'intitulé de ce mémorandum. La question est, pour ce qui est forme, est-ce qu'un tel partenariat peut prendre la forme d'un mémorandum d'entente qui est normalement fait pour traiter des sujets à titre liminaire ou détails d'application d'une convention ou d'un traité? Toujours sur la forme, est-ce que ce mémorandum est un texte qui peut modifier un accord d'association entre l'Union européenne et la Tunisie, signé en 1995, ratifié, en 1995? Théoriquement, non, car selon le principe de hiérarchie des normes juridiques, c'est un texte inférieur. Il ne peut ni modifier ni être contraire à l'accord d'association de 1995, notamment son article 2, qui fait du respect des droits humains et des principes de l'état de droit la colonne vertébrale de toute action entre l'Union européenne et la Tunisie. Et puis pourquoi alors cette anomalie? On peut à juste titre parler de détournement délibéré. Le mémorandum, c'est du soft law. Ça ne se ratifie pas. Le Parlement européen ne peut pas contrôler son exécutif là-dessus, pourtant annoncé comme organisant un partenariat stratégique et global, même si on l'a appliqué seulement en ce qui concerne la migration. Ce qui relève des développements dans ce mémorandum n'est qu'un trompe-l'œil. Les anomalies dans le processus de préparation de ce mémorandum ont été aussi dénoncées par l'Ombudsman européen et la Cour des comptes européenne. Pour ce qui est du fond ou contenu, il est communément accepté qu'une entente, c'est l'expression des volontés communes des parties. Alors qu'on trouve dans ce mémorandum une déclaration unilatérale du président tunisien qui prétend ne pas être les gardiens des frontières européennes. Le mémorandum, pour en finir, est opaque et relaie des dispositions évasives, comme pour insinuer l'existence de conventions occultées. Et d'ailleurs, si il défère nombre de détails aux conventions bilatérales qui n'ont jamais été publiées. Et pourquoi recourir à un mémorandum quand on va différer les détails sur d'autres conventions? Auguste tribunal, les éléments moraux des violations des droits de l'homme est décelable aussi par l'impavidité, l'insensibilité de ces autorités dont les deux rives aux alertes, alarmes, documentation de la société civile. Il n'y a pas pire de sourd que celui qui ne veut pas entendre, dit-on. Les condamnations des tribunaux nationaux, internationaux, pourtant claires et sans appel, n'ont rien changé. On a envie de dire que tribunaux partout, justice nulle part. La perversion du droit réduit le cadre juridique en un décor juridique. D'où l'importance de votre sentence, qui, bien sûr, ne saura se contenter de l'élément moral, mais aussi des éléments matériels que mon confrère, Maître Belhadj, traité. Merci pour votre attention. La parole est pour Maître Belhadj. Merci, Madame la Présidente. Je vais aller droit au but. Les faits que nous avons entendus lors de ces 3 jours décrivent un même schéma qui se répète. Des personnes sont renvoyées sans examen sérieux de leur situation, livrées à des lieux dangereux, privées de secours en mer, enfermées sans juge, exposées à des violences et trop souvent ciblées parce qu'elles sont noires ou étrangères. Ce n'est pas une succession d'erreurs, c'est une manière de faire qui met des vies en danger et qui tourne le dos aux règles de base que tous nos États ont acceptées. Ces règles sont simples. D'abord, on ne renvoie pas une personne vers un endroit où elle risque la torture, où elle risque de mauvais traitements ou des violences graves. C'est le cœur du droit des réfugiés
et des droits humains. Ensuite, en mer, lorsque des gens sont en détresse, on porte secours vite et on les débarque dans un lieu sûr. C'est un devoir clair. De plus, on n'enferme pas des personnes sans contrôle rapide du juge, sans avocat, sans information. On ne les retient pas dans des lieux opaques, sans base légale solide. Enfin, on ne discrimine pas la couleur de peau. L'origine ou la vulnérabilité ne doivent jamais devenir un motif pour arrêter, pour refouler ou maltraiter. Et on n'expulse pas des groupes entiers en une seule décision, sans regard sur chaque situation. Ces principes se trouvent dans les grandes conventions que vous connaissez, Convention de Genève, Convention européenne des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine et le droit de la mer. Mais au-delà des textes, ils expriment une idée simple, protéger la vie et la dignité, y compris aux frontières. Quand on confronte ces principes aux pratiques, l'écart est évident. À terre, comme en mer, des renvois ont lieu sans véritable examen individuel, parfois par étapes via des pays où l'insécurité est pourtant notoire. Des personnes sont déposées dans des zones désertiques, d'autres sont interceptées en mer, puis renvoyées vers des lieux où l'on sait qu'elles seront détenues, raquettées, maltraitées. Dans plusieurs pays de transit, la privation de liberté se fait sans juge, sans avocat, avec des mineurs dans des centres officiels ou informels, où la peur, la violence et l'extorsion dominent. Sur certaines routes, le sauvetage n'a pas été la priorité. On a attendu, on a discuté des compétences, on a privilégié le contrôle des départs. Le résultat, nous le connaissons. Des morts qui pouvaient être évitées. Enfin, nous avons vu des contrôles, des rafles et des expulsions qui touchent surtout des personnes noires d'Afrique subsaharienne, quand la couleur de peau devient, de fait, un critère d'éloignement, la loi est violée et la dignité est blessée. Je conclus, Madame la Présidente, que les règles en jeu ne sont pas compliquées. Ne pas refouler vers le danger, sauver en mer sans attendre, ne pas enfermer arbitrairement, ne pas discriminer, ne pas punir celles et ceux qui aident, ne pas prêter la main à des violations commises par d'autres. Nous vous demandons de le dire clairement, de désigner les responsabilités, d'ordonner la cessation, la réparation des garanties et des garanties réelles de non-répétition. C'est la décision qui protège la vie, respecte la dignité et rétablit le droit à la frontière. Je vous remercie. Merci. Grazie signora Presidente, signore e signori della giuria. Abbiamo visto come le politiche di esternalizzazione, i respingimenti, i naufragi evitabili, la detenzione arbitraria, la criminalizzazione della solidarietà si sostanziano e vengono perpetrati da diversi attori. Le autorità statuali dei paesi in cui le persone vengono respinte, le milizie e le altre organizzazioni criminali che sfuggono al controllo statuale o che a volte sono complici delle stesse autorità statuali, le autorità statuali dei Paesi membri dell'Unione Europea che finanziano la tecnologia, l'addestramento, le istituzioni europee che pianificano queste politiche, le agenzie dell'Unione Europea e le organizzazioni coinvolte a vario titolo nella gestione del sistema di controllo delle migrazioni. Queste politiche generano una catena di responsabilità che si estende oltre i tradizionali confini territoriali. Si può quindi parlare di una responsabilità condivisa che non può essere elusa mediante appunto la distanza geografica o istituzionale. In un Mediterraneo controllato metro per metro da droni e aerei, le imbarcazioni e i corpi non possono sparire senza che nessuno sappia o abbia visto. Come affermato dallo scrittore Omar El Al-Qad a proposito di Gaza, un giorno tutti diranno di essere stati contro, ma oggi noi possiamo dire che tutti sono responsabili.
Il quadro delle violazioni descritte, il ruolo che ciascuno dei paesi e delle istituzioni coinvolte delinea, come ho già detto, delinea appunto un quadro diverso di responsabilità. Si può parlare di responsabilità diretta nei casi di rifiuto deliberato di intervenire, nonostante le risorse disponibili, la consapevolezza del pericolo, nei casi di arresto, di detenzione, di respingimento, di violenze fisiche, di abusi sessuali. Si può parlare di responsabilità indiretta, quando un attore equipaggia o coordina forze di terzi note per essere responsabili di violazioni, ma anche quando uno Stato permette ad alcuni appunto dei suoi agenti, in modo sistematico e non occasionale, di agire al di fuori di un quadro legale e normativo di riferimento. La vita è sacra in tutte le costituzioni dei paesi che sono chiamati davanti a questa Corte. La responsabilità può essere una responsabilità per omissione, quando le capacità di sorveglianza sono utilizzate non per intervenire, ma anzi per evitare questo intervento. E può esserci una responsabilità strutturale, nella misura in cui queste pratiche fanno parte di una strategia politica pianificata. Noi riteniamo che Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Mauritania siano responsabili di aver istituito, organizzato e istituzionalizzato politiche di feroce repressione nei confronti dei migranti e dei rifugiati. Attraverso scelte politiche deliberate, questi Stati, non da soli, poi verremo alle responsabilità dell'Unione Europea, le abbiamo già richiamate, hanno fatto ricorso alla violenza, all'arbitrarietà, alla disumanizzazione come pilastri della loro gestione della migrazione. Quanto appunto alle responsabilità dell'Unione Europea e degli Stati membri, Italia, Spagna, Grecia, Malta, non si sono limitati a fungere da complici, non hanno solo responsabilità indirette, ma appunto anche sistemiche e di omissione. Gli enti alleati con questi Stati sono in particolare le organizzazioni che abbiamo già richiamato oggi, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ma anche l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, così come numerose organizzazioni, ma anche aziende private che collaborano con l'Unione Europea e i suoi membri. Nell'ottica di valutare le responsabilità degli Stati e delle istituzioni chiamate ad essere giudicate davanti a questo Tribunale, credo che dobbiamo ricordare il Patto Europeo sulla migrazione e l'asilo, che amplificherà la logica dell'esternalizzazione, triplicando i fondi per la gestione delle migrazioni, il controllo dei confini e la sicurezza interna, generalizzando il concetto di paese terzo sicuro, che rischia di esporre migliaia di richiedenti asilo al rischio di essere rinviati verso i paesi in cui hanno subito tortura o trattamenti inumani degradanti, e autorizzando la creazione di hub esterni al di fuori dell'Unione Europea. L'Albania è solo, come dire, il primo passo, una sperimentazione. In un certo senso, dunque, se si fosse in ambito di diritto penale, forse si parlerebbe di premeditazione, forse qui potremmo parlare di responsabilità futura, di responsabilità per aver pianificato un sistema che amplificherà le violazioni già delineate in un contesto crescente, va ricordato anche questo, di autoritarismo e attacco alla legalità. Cito ancora una volta Hannah Arendt: la caduta delle nazioni inizia con l'indebolimento della legalità, sia che le leggi vengano abusate dal governo al potere, sia che l'autorità delle loro fonti diventi dubbia e indiscutibile. Alla luce di tutte le violazioni documentate, quello che noi riteniamo è che la Libia e l'Unione Europea debbano essere formalmente condannate per crimini contro l'umanità, in conformità con le conclusioni e le raccomandazioni che questo Tribunale permanente dei popoli riunitisi a Parigi il 4 e il 5 gennaio del 2018 ha già riconosciuto. Richiamo quanto già appunto previsto proprio nelle conclusioni del 2018. I leader dell'Unione Europea e degli Stati membri, come la Francia e i loro agenti, contribuiscono a commettere crimini contro l'umanità, fornendo con cognizione di causa un aiuto sostanziale agli autori di tali atti, statali o non statali. Si rendono così penalmente responsabili ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto di Roma. Quello che noi chiediamo a questo onorevole Tribunale è che gli Stati del Maghreb siano condannati per gravi e ricorrenti violazioni dei diritti umani, tra cui atti di tortura, trattamenti crudeli, inumani e degradanti, privazione arbitraria della libertà, espulsioni collettive, violazioni del domicilio, dei diritti economici, sociali, culturali e ambientali, nonché violazioni specifiche dei diritti dei minori e, aggiungo, delle donne, in violazione dei loro impegni internazionali. Grazie. Merci beaucoup
aux trois avocats qui nous ont présenté les plaidoiries finales. Je tiens à rappeler, je l'ai déjà dit hier, que le tribunal a contacté les États incriminés dans l'acte d'accusation pour qu'ils présentent leur défense. Nous avons tenté de respecter les droits de la défense. Les États n'ont pas répondu à notre appel et c'est la raison pour laquelle nous n'avons, dans cette séance, eu que les plaidoiries des avocats de l'accusation, puisqu'il n'y a pas d'avocat de la défense. Merci. Alors, cette séance est terminée en fait, les séances du tribunal sont terminées. Nous avons eu, pour ceux et celles qui l'ont suivi depuis le début, donc, des experts, des avocats, des témoins. Et ce soir, après l'assemblée de soutien à la Palestine qui aura lieu dans cette salle, à 19h, nous, le jury, mes collègues et moi, présenterons une déclaration préliminaire qui anticipera, donc une brève déclaration préliminaire, qui anticipera la sentence que nous préparerons par la suite et qui sera finalisée dans les 2 mois à venir. Donc la sentence finale du tribunal sera disponible dans 2 mois. Voilà, je vous remercie pour cette session et à ce soir. Et bon appétit. Est-ce qu'on a le droit d'applaudir, non? Non. Qu'est-ce que vous applaudissez? Pas d'applaudissements. Moi, je vais me demander, plutôt que de bouffer ce truc mal réchauffé, s'il n'y a pas une petite trattoria sans plat dans le coin. Et à la khatri ici, c'est franchement dégueulasse. On n'est pas obligé de bouffer de la bouffe dégueulasse. Non, on est obligé de bouffer tout court. J'aimerais bien, si tu veux, s'il y avait une trattoria sympa dans le coin, c'est mieux que ici. Quoi